C'est important que les gens aient un objectif, je pense, grandiose. Je pense que ça change la façon que les gens voient leur travail, ça change l'optique de leur travail. Si Dominic Brown manque de quelque chose, c'est certainement pas d'ambition. Comme fondateur d'un studio de jeux vidéo ou à la tête d'une chaîne de chocolaterie, il veut sans cesse repousser les limites pour prendre toujours plus d'expansion. Et il n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Certains appellent ça de l'aplomb, d'autres trouvent qu'il y a du culot. Mais j'ai rarement rencontré un entrepreneur aussi déterminé que lui. Ça part d'une idée. C'est un cliché, mais pour fonder une entreprise, il n'y a rien de plus vrai. Il y a une étincelle, une vision qui se forme, une audace pour se bâtir et affronter beaucoup d'adversités. Dans ce balado, on va à la rencontre de celles et ceux qui ont transformé leur idée en réalité. On va explorer la genèse de leur idée, les défis qu'ils ont surmontés, les secrets de leur réussite. Parce que l'entrepreneuriat, c'est avant tout une aventure humaine. Qu'est-ce que les jeux vidéo et le chocolat ont en commun? Bon, certains diraient qu'ils peuvent créer une dépendance, mais pour notre invité, ils sont surtout synonymes d'un mot, passion. Dominic Brown a créé l'entreprise Beenox en l'an 2000, qui est encore le plus important studio de jeux vidéo à Québec. Avant de bifurquer complètement vers Chocolat Favori 12 ans plus tard avec la même ambition, simple, conquérir le monde, il a en tout cas conquis le Canada avec 59 succursales au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique, plus de 1600 employés, si je ne me trompe pas, et des produits forts dans les épiceries. Pas mal pour un gars qui a été mis à la porte de son cégep pour ses mauvaises notes, mais qui savait depuis l'âge de 11 ans qu'il allait devenir entrepreneur. Bonjour, Dominic Brown. Oui, salut Jean-Philippe. J'ai lu que tu joues encore aux jeux vidéo tous les jours. Est-ce que c'est vrai? À tous les matins. Quel jeu? Tous les matins, en fait, je varie beaucoup. Je dois passer un jeu par semaine à peu près, là. Alors là, ces temps-ci, je suis dans Citizen Sleeper, qui est un espèce de petit jeu obscur que personne connaît sur la Nintendo Switch. Mais sinon, je vais faire des jeux AAA, tout ça. Donc, j'ai à peu près toutes les consoles de jeux vidéo. Puis, je passe des jeux à tous les matins pendant que je prends mon café. Puis, une fois que la caféine est rentrée, là, j'y vais pour le jogging puis le début de journée. Fait que toi, le mémo sur le danger des écrans, là, c'est pas rentré. Jusqu'à présent, en tout cas, je m'en sors bien, je pense. T'es né en 1978, tu grandis à Cap-Rouge, j'imagine pas très loin du célèbre Tracel, le pont ferroviaire. Effectivement, entre le Tracel puis la Côte-Saint-Félix. Ton père est médecin, ta mère a étudié en philo, mais elle va élever les enfants à la maison, puis on s'entend, c'est quand même 8 enfants, 6 garçons, 2 filles. Toi, t'es le plus vieux. Oui. Quel genre d'enfant tu es à cette époque-là? À cette époque-là, je suis un enfant qui est déjà, je pense, très entrepreneur. Donc, je passe d'un projet à l'autre tout le temps. Même quand j'étais jeune, par exemple, trop jeune pour faire des plans sur des ordinateurs ou autre chose. Donc, je passais mon temps dans le bois. Puis là, je faisais des cabanes dans les arbres. Je faisais toutes sortes de projets. Puis dès que le projet était terminé, je passais à autre chose. J'avais aucun intérêt, par exemple, à jouer dans mon fort une fois qu'il était bâti. C'était vraiment de bâtir les choses. Puis quand j'étais jeune, j'ai fait un nombre incalculable de plans d'affaires puis de projets de toutes sortes, que ce soit, par exemple, faire des marchés aux puces. Alors, à un moment donné, j'ai fait des marchés aux puces dans ma rue. Là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui venait. Alors, j'ai payé un de mes nombreux frères et sœurs pour aller cogner aux portes des gens dans la rue pour les inviter. Là, déjà, on avait plus de clientèle. Là, j'ai écoulé tout mon stock. Alors, je me suis mis à vendre le linge de mes parents et ça a été la fin du projet. Alors après ça, d'autres choses ont suivi, que ce soit des journaux étudiants ou toutes sortes d'affaires. Puis j'étais toujours là en train de proposer des projets, essayer d'amener les gens à investir dans mon entreprise. Bref, moi, je me pouvais plus, là, j'avais vraiment hâte que l'école se termine pour lancer ma propre entreprise. Tu le disais, tu avais plein de projets à l'école primaire. Tu es déjà intéressé par la finance. Tu crées même une fausse monnaie que tu distribues. Oui. Tout le monde en veut. Je ne sais pas quel talent tu avais à l'époque pour que ça fonctionne à ce point-là. Oui, en fait, c'est que moi, j'avais eu la chance, quand j'étais jeune, d'avoir accès à un ordinateur très tôt. Alors, mon père avait un ordinateur à la maison, il faisait des projets de recherche et tout. Et à un moment donné, il m'a montré comment m'en servir. Alors, ça m'a mené vers ce qui allait devenir éventuellement une carrière de programmeur. Mais à cette époque-là, quand j'étais au
primaire, j'avais aussi une imprimante. Et là, ça a l'air ridicule de dire ça aujourd'hui, mais à l'époque, personne n'en avait. Là. J'étais le seul de ma rue à avoir un ordinateur. Des imprimantes, c'était encore plus rare quand tu avais ça avec un ordinateur. Et là, j'avais trouvé un logiciel qui permettait d'imprimer des billets de banque. OK, mais des billets de banque, là, on s'entend, là, ça ressemblait plus à des billets de Monopoly qu'autre chose. Là. Donc, il n'y avait aucune commune mesure avec de la vraie monnaie. Mais là, j'amenais ça à l'école. Puis après les avoir découpés, je faisais des liasses de billets. J'amenais ça à l'école. Puis au début, c'était juste pour impressionner les gens. Et je me suis rendu compte que non, les gens voulaient. Et là, c'est devenu tranquillement une monnaie à l'école. Donc, ça a duré peut-être, je ne sais pas moi, 2 semaines, jusqu'à ce qu'à un moment donné, là, je me mettais à acheter des vraies choses avec ça. Là. Les enfants m'amenaient des choses de leur maison en échange de cette monnaie-là. C'était comme devenu une monnaie locale, comme on voit dans des petites municipalités. Hein? Exactement. Mais à un moment donné, un enfant a amené son cadeau de fête. Puis là, je lui ai acheté avec plusieurs liasses de billets. C'était un cadeau, un jeu vidéo. Et là, plainte des parents et tout ça, les sœurs s'en sont mêlées et fin de la monnaie, de mon, de mon moment dans la monnaie. Tu sais déjà que tu vas avoir une entreprise. À 11 ans, tu dis même à tes parents, oui. Je vais avoir ma firme de jeux vidéo. Oui. Tu enregistres le nom en 95, tu es encore à l'école secondaire, le nom Binox. Oui. L'entreprise n'existe même pas. Puis à 17 ans, tu l'incorpores. Pourquoi tu étais aussi sûr de toi? Parce que j'ai été exposé, en fait, à beaucoup de ça à travers mes expériences, justement, dans le jeu vidéo puis en informatique. C'est que moi, je suis vraiment quelqu'un qui est un autodidacte. Donc, comme je le disais, j'ai eu accès rapidement à un ordinateur. Rapidement, je me suis intéressé aux jeux vidéo, mais pas simplement au côté programmation, mais aussi au côté artistique. J'étais quelqu'un qui dessinait énormément. C'est moi qui dessinais les couvertures de journaux étudiants et autres. Fait que moi, les deux médias ensemble, le côté analytique puis le côté artistique, me fascinaient complètement. Alors, c'est vraiment à travers ça, je dirais, là, que j'ai développé cet intérêt-là. Et là, je me suis mis à regarder ce qu'il y avait des babillards électroniques à l'époque. Il y a eu le babillard électronique Synapse du Club Macintosh aussi à Québec. Alors là, on pouvait voir des gens qui mettaient des logiciels, puis là, qui allaient les signer par des noms de compagnie. Donc moi, je comprenais pas c'était quoi, mais quand je voyais XYZ Software Inc., je trouvais donc ça cool. T'sais. Alors, quand mon professeur d'économie au secondaire a expliqué dans un cours, a dit non, c'est très simple, allez s'enregistrer, vous avez juste à aller au palais de justice, puis vous enregistrer, ça coûte, je sais pas, 25 $ à l'époque, quelque chose comme ça. Ben, tu peux être sûr que le lendemain, j'étais au palais de justice en train de m'enregistrer, puis je trouvais ça intéressant. D'abord, c'était pas nécessairement pour lancer une grande entreprise, mais c'était surtout pour me créer une forme de branding pour mes propres logiciels, parce que je créais déjà des logiciels que je publiais sur Internet pendant que j'étais au secondaire. Ça venait d'où, Binox? Binox, ça vient d'un cours de chimie où je m'ennuyais tout particulièrement. Je détestais la chimie et j'écrivais des choses dans mon cahier pour essayer je m'imaginais qu'est-ce que ça pourrait être un nom cool de compagnie. Puis à un moment donné, j'ai marqué Binox. La cloche a sonné. C'était ce que j'avais de mieux que j'avais trouvé à ce moment-là et c'est devenu, ça a été incorporé maintenant. Il y a des t-shirts de ça, c'est partout, mais ça veut rien dire. Tu entres au cégep en technique informatique avant que la carrière de Binox commence. Tu détestes ça. Tu vas être expulsé à cause de tes mauvaises notes. Qu'est-ce qui t'emmerdait là-bas? Bien, ce qui m'emmerdait, en fait, c'est que c'était pas assez concret pour moi. C'est souvent ce que j'entends d'amis entrepreneurs aussi, c'est que dès que quelque chose est trop théorique, je perds tout intérêt très rapidement. Pour moi, il faut que je connecte l'information qui m'est donnée avec quelque chose dont j'ai besoin maintenant ou un projet concret. Sinon, je discarte ça puis je passe à autre chose, je mets mon énergie ailleurs. Puis dans le cas de la technique informatique, au début, je suis allé là-dedans puis je me suis dit, hey, c'est super. Tu sais, j'avais fait le choix, je me demandais à la fin de mon secondaire, est-ce que je vais pour une carrière artistique ou une carrière de programmation? J'ai finalement décidé d'aller pour la programmation. J'étais très excité à l'idée d'aller apprendre toutes sortes de nouvelles choses. Puis j'en ai appris des nouvelles choses là-bas. Sauf que c'était pas applicable nécessairement aux jeux vidéo. Le programme à ce moment-là était davantage fait pour travailler dans des bases de données, au gouvernement ou autre chose. Puis ça, c'était pas du tout ce qui m'intéressait. Tandis que sur Internet, qui commençait à l'époque, il y avait toute l'information dont j'avais besoin. Alors c'était plus là que je passais le plus clair de mon temps. Tu vas travailler chez Megatoon, studio de jeux vidéo. Un an après, ça déménage à Montréal. C'est là que tu vois ta chance.
C'est là que tu fondes le studio Beenox. On est en 2000. Tu recrutes 4 collègues qui travaillaient avec toi et tu lances ça. Est-ce que tu mesures ce que tu es en train de faire à ce moment-là ou c'est complètement dans la naïveté? C'est complètement dans la naïveté. Moi, j'étais juste excité. Il faut savoir que, tu sais, ça faisait depuis là, facilement que j'avais 15 ans là, que concrètement, là, j'espérais à chaque semaine réussir à démarrer quelque chose. Alors moi, le fait d'être allé recruter, d'avoir des employés, d'avoir un premier bureau. Hey, mon premier bureau, là, il était dans un édifice désaffecté. J'avais pas de porte. Là. N'importe qui pouvait rentrer. Mon premier téléphone, c'était un faux trophée de pêche que j'avais déniché dans un autre édifice en décrépitude un peu plus loin, mais j'étais tellement content, j'étais tellement excité. Le premier hiver, on n'avait pas de chauffage, on s'en était pas rendu compte. J'étais tellement positif là, par rapport à toute cette aventure-là. Il n'y a rien qui te stressait. Tu n'étais pas un paquet de nerfs comme entrepreneur au début. Tu n'étais pas stressé. Ben, j'étais un paquet de nerfs, mais c'était pas du stress relié à l'aventure. En tout cas, pas sur le coup. Parce que sur le coup, j'avais réussi, pendant l'été qui a précédé, là, que je me lance à temps plein là-dedans avec les collègues, j'avais réussi à faire quand même un bon montage financier. J'étais allé chercher des appuis. J'avais fait une levée de fonds. Fait que j'avais au moins 1 an et demi à peu près devant moi pour travailler ça. Fait que moi, c'était pas ça qui était dans l'immédiat, mon stress. C'était vraiment de faire un bon produit puis de livrer les projets que j'avais toujours rêvé faire. Visiblement, t'as pas peur du risque. Jusqu'à quel point être né dans un milieu, dans ta famille, peut-être une certaine aisance relative quand même, mais quand même un filet pour te rattraper si tu tombes, à quel point ça te donne une confiance ou des ailes pour caresser l'entrepreneuriat après? Honnêtement, je ne sais pas à quel point, parce que, tu sais, oui, on était une famille aisée, on n'a pas eu on a eu des problèmes, mais pas particulièrement de problèmes. Mais moi, j'ai été élevé, mon père m'avait jamais donné d'argent. Je me souviens encore d'une fois où il me manquait 25 cents pour aller me louer un jeu vidéo. Il n'a jamais voulu me le donner. Il fallait que je trouve une façon de me le faire moi-même, puis tout ça. Fait que j'irais pas jusqu'à dire que je me fiais sur ce filet-là, ou en tout cas peut-être inconsciemment. Je pense que ce que j'ai fait à ce jour, ça a l'air drôle, mais je l'attribue davantage, cette prise de risque-là, à de la grande naïveté. Parce que quand j'ai démarré ça, en fait, je ne savais pas du tout ce qui m'attendait. J'étais au début de ma carrière, j'avais pas de maison, j'avais pas d'auto, j'avais pas de paiement, j'avais pas de grands engagements financiers. Alors, je me suis lancé là-dedans sans trop savoir où je m'en allais. Parce qu'en fait, mettons aujourd'hui, là, je referais la même chose. Qu'est-ce que je ferais avec les années d'expérience? Je me lancerais dans un plan d'affaires, j'étudierais le marché, je regarderais la main-d'œuvre en jeux vidéo. Est-ce que je peux en trouver à Québec? Est-ce que j'ai les bonnes conditions de marché pour réussir cette entreprise-là? Et si je recule à ce moment-là, toutes mes cases auraient été vides. La Ville de Québec ne répondait à aucun critère. En fait, je venais de quitter un développeur de jeux vidéo qui s'en allait à Montréal parce qu'il disait qu'il n'y a pas d'avenir dans le jeu vidéo à Québec. Parle-moi du jeu Cro-Mag Rally, jeu de course, qui va être sur tous les iMac. Ben oui, c'est complètement parce que fou. Steve Jobs tombe en amour avec ce que tu as développé. L'as-tu rencontré à l'époque? En fait, ce qui est arrivé, c'est que j'avais un projet de jeu que j'avais développé depuis des années dans mes temps libres que je voulais qu'on termine. Mais je me suis dit, il faudrait que j'ai d'autres sources de revenus et tout. Et à travers, justement, Internet, et j'ai rencontré Brian, qui était du Texas à l'époque, et il faisait des jeux vidéo qui fournissaient avec les ordinateurs Macintosh. À l'époque, on appelait ça des Macintosh. Et là, je suis rentré en contact avec lui parce que j'ai vu qu'il cherchait des gens, des artistes pour l'aider sur son dernier produit, qui était Cro-Mag Rally. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'ai des artistes, alors je vais les rentabiliser parce que je n'étais pas capable de les utiliser à temps plein. Donc, je le contacte, ça fonctionne, tout ça. Et effectivement, le produit se ramasse sur toutes les iMac. Dans le temps où les iMac, là, s'est lancé, puis là, c'est la folie furieuse. Le design, la beauté de l'affaire. Là. Ben oui, c'est ça, exact. Puis nous, on avait, dans le fond, une portion des royautés de chaque iMac qui était vendu. Donc ça nous a aidé beaucoup au début. Puis oui, j'ai rencontré Steve Jobs à un moment donné parce que à travers toute cette aventure-là, je me suis trouvé à aller au campus de Apple, l'ancien campus de Apple. Et
À travers notre journée, à un moment donné, on arrive au dîner et là, on me donne des coupons. Alors, il faut aller se présenter. C'est un peu comme une cafétéria ouverte, là, un food court là, dehors. Et là, je m'en vais, je regarde les stands. Il y avait plein de monde partout, sauf un qui était... il y avait juste une personne là. Fait que là, je m'en vais là, je fais la file. La personne se retourne, me regarde mon name tag avec marqué visiteur dessus. Il me dit, qu'est-ce que tu fais chez Apple? Fait que là, j'y explique avec ma passion habituelle, comme quel projet on a fait, puis là, je suis tout excité, tout ça. Et là, il me regarde en souriant. Puis à ce moment-là, je suis un petit peu gêné, fait que j'ose pas lui demander ce qu'il fait chez Apple. Alors là, on prend notre nourriture, je m'en vais me rasseoir à ma table, et là, moi, tout excité, je demande aux gens à ma table, est-ce que Steve Jobs vient des fois ici, manger ici? Puis là, ils disent oui, il vient souvent ici. Puis en fait, il se ramasse toujours tout seul quand il va manger à quelque part parce que les gens ont peur de l'approcher, parce que chaque fois, il va demander aux gens qu'est-ce qu'ils font chez Apple. Alors là, à ce moment-là, j'aurais dû faire 1 + 1 = 2, mais non, pas tout. Là, je fais « Ah ouais, c'est hot, là, c'est vraiment cool ». Et c'est de retour chez moi, quand j'ai écouté le keynote de Steve Jobs que j'ai fait, ah ben tabarouette, c'est à côté de lui que j'étais, c'est à Steve Jobs que j'ai parlé, parce que j'écoutais toujours les keynotes, et entre les deux, il s'était fait pousser une barbe, et c'est pour ça que je ne l'ai pas reconnu. Wow! Beenox grandit vite, vous installez dans le quartier Saint-Roch, puis vous travaillez sur des jeux importants, là, Tony Hawk, Guitar Hero, Oui. Le Seigneur des Anneaux, Absolument. B-Movie, Oui. Spider-Man, bien sûr, qui a été très les James important Bond, etc. en lien avec oui. les films. Comment on se sent quand on travaille pour des grosses machines comme ça? À ce moment-là, en fait, ce qu'on faisait, c'est que c'était des jeux qui étaient basés sur des films qui étaient faits avec le studio DreamWorks. Alors là, ce qui était trippant, c'est qu'au début du projet, puis plusieurs fois pendant le projet, on allait sur le campus de DreamWorks. Alors, je me suis trouvé, par exemple, dans le cas de B-Movie, c'était Jerry Seinfeld qui faisait la voix de notre personnage, puis qui avait écrit le scénario. Donc, j'ai eu à présenter le projet à Jerry Seinfeld, à Jeffrey Katzenberg, le président de DreamWorks et tout, du haut de mes 20 quelques années. Puis c'était vraiment incroyable, puis de travailler avec les artistes, puis de voir tout le monde, voir comment le film se bâtissait. Et là, tu vas voir l'évolution, tu as des séquences de films qui te sont présentées, tu vois l'évolution des storyboards, tu vois l'évolution des personnages aussi. Puis là, évidemment, tu es chez DreamWorks. Alors, des fois, tu vois des choses de Shrek, tu vois des choses de d'autres projets, même si tu n'as pas nécessairement collaboré. Fait que ça a été vraiment exceptionnel. Spider-Man, on a commencé à travailler d'abord sur un projet qui était basé sur les comic books. Donc, la bande dessinée, on a exploré toutes sortes d'univers avec notre projet. C'était vraiment, de la façon qu'on l'a abordé, c'était quelque chose qui avait été franchement jamais vu dans le domaine parce qu'on avait, à l'intérieur de notre jeu, c'était Spider-Man Shattered Dimension. Puis, à l'intérieur de notre jeu, on avait 4 versions de Spider-Man et à chacun des 4, on avait offert un univers graphique complètement différent. Et ça a eu tellement de succès qu'on a obtenu, après ça, la licence exclusive de développeur de projet Spider-Man pour plusieurs années, ce qui nous a amené à faire le jeu Amazing Spider-Man, qui était le reboot de la franchise par Mark Webb et Andrew Garfield. Alors là, on a touché le suit de Spider-Man et tout. Je suis allé chez Marvel, tout ça. C'était même à la première du film aussi à Los Angeles, non? Oui, absolument. Oui. C'est vrai, j'avais oublié ça. Ben oui, j'étais allé à la première du film, t'as raison. Oui, c'était un beau moment. J'avais complètement oublié ça. En 2005, tu vends Beenox à Activision. Beenox devient une filiale du géant Activision, mais dans l'objectif de grandir mieux, je dirais. Oui. Tu restes le patron du studio et tu retournes au travail le lendemain de la vente, même si tu viens de devenir multimillionnaire à quoi, 27 ans, 28 ans? 26. 26. Et ça me frappe parce que tes ambitions sont très modestes. Tu t'achètes un vélo de route, c'est ta grande dépense. Est-ce que c'est quoi? C'est de l'insécurité? C'est de la simplicité volontaire? Comment tu... Moi, mon père, je me suis toujours dit qu'il devait avoir beaucoup d'argent. Parce que c'est un médecin, beaucoup de succès, tout ça, reconnu mondialement et tout. Mais j'ai jamais vu mon père s'acheter quelque chose. Jamais. Fait que moi, c'est l'exemple que j'ai eu. Puis moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans ma tête, qui était beaucoup sur mon ordinateur. Puis moi, quand j'étais petit, il y a du monde qui rêve d'avoir, je sais pas moi, une Ferrari ou n'importe quoi. Puis moi, ce que je rêvais, c'est d'avoir assez d'argent pour m'acheter les jeux vidéo que je voulais. Et c'est tout. Et alors moi, quand j'ai eu cet argent-là, je veux dire, je savais pas trop parce qu'il me manquait rien
dans ma vie. Je considérais pas qu'il me manquait quelque chose. Puis à un moment donné, je veux dire, avoir une TV, c'est assez. Puis une fois que tu l'as agrandi 2-3 fois, je veux dire, ton option, c'est de t'acheter une autre TV. Puis une fois que tu as assez de TV chez vous, ben, tu te dis, je vais bien m'acheter un chalet pour mettre plus de TV. Puis ainsi de suite. Mais moi, je suis jamais embarqué dans ça. Puis ça m'a jamais attiré. Fait que, la surconsommation, c'est pas ta tasse de thé. Là. Ben, pas vraiment. Je te dirais, vraiment, le seul moment où là, j'ai eu un désir de dépenser qui m'est revenu, c'est quand je me suis mis à la voile, bien des années plus tard. Là, je me suis dit, j'aimerais ça m'acheter un bateau et tout. Mais sinon, je suis pas capable de dire que j'ai beaucoup d'autres passions. Je suis passionné par mon entreprise. Puis je suis passionné par les jeux vidéo, définitivement. Mais à part ça, moi, j'habiterais dans un 3,5 si j'avais pas autant d'enfants. Puis, tu sais, je sais pas, j'ai pas ces désirs-là. Fait que je dirais pas que c'est de la simplicité volontaire parce que, je veux dire, si je veux aller au restaurant, je vais y aller, je vais des choses comme ça. Mais en termes de posséder des objets, je comprends juste pas le principe de ça. Et même, oui, parce que tu vivais constamment en dessous de tes moyens pour te garder un coussin financier. Puis je disais aussi que dans tes peut-être 20-21 premières années comme patron, tu cherchais un peu des rêves. Tu n'avais pas des rêves vraiment autre chose que professionnels. Il a fallu un peu que tu te poses la question. Oui. Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que je veux? Absolument, parce qu'à un moment donné, moi, j'ai commencé tellement jeune à désirer d'avoir une entreprise qu'à un moment donné, ça finit par être la façon dont tu te définis. Puis le problème à te définir comme entrepreneur, c'est que être entrepreneur, là, pour moi, c'est un adjectif. C'est-à-dire qu'il faut que ça vienne avec un projet. Si tu n'as pas de projet, tu as bien beau dire à tout le monde que tu es entrepreneur, que tu as suivi des cours d'entrepreneuriat ou autre chose, mais on va te demander, OK, tu es un entrepreneur, mais en quoi? Tu sais, dans le fond, personne n'est entrepreneur. On est autre chose, mais on entreprend après ça de révolutionner cette chose-là ou de se baser sur une entreprise autour de ça. Mais t'es pas juste entrepreneur. Ça veut rien dire être entrepreneur. Fait que quand, comme moi, tu as été entrepreneur depuis aussi longtemps, puis tu t'es défini comme ça, puis qu'en même temps, tu te dis, mais définir à un point où tes amis sont dans l'entreprise, où tout le monde est dans l'entreprise, où ta blonde est dans l'entreprise, où toute ta vie tourne autour de l'entreprise, mais quand l'entreprise se termine, quand ton aventure se termine avec l'entreprise, ben du jour au lendemain, quand tous tes rapports à toi-même sont à travers ton entreprise, puis tu n'en as plus, t'as bien beau dire à tout le monde que tu es entrepreneur, t'as plus d'entreprise. Ce qui m'étonne, c'est que quand tu gères Beenox, il n'y a presque pas d'heures supplémentaires. Puis tu dis, je te cite, là, je considère l'utilisation des heures supplémentaires comme un échec de management. Oui. Puis vous manquez aucune heure de tomber pour autant. Qu'est-ce que tu avais saisi que d'autres entrepreneurs n'ont pas compris encore aujourd'hui? Bien, en fait, c'était mon intention. Puis pendant longtemps, j'ai voulu ne pas avoir d'heures supplémentaires, mais ce serait faux de dire qu'il n'y en a jamais eu. Il y en a eu, puis il y en a eu beaucoup, puis il y en a qui en ont fait beaucoup aussi. Mais peut-être à la différence de d'autres, c'est que je considérais pas... C'était pas un mode de fonctionnement. Non, c'était pas un mode de fonctionnement. Ça faisait pas partie de la culture. C'est qu'on voulait vraiment travailler pour réduire ça, pour aider à la qualité de vie des gens. Parce qu'à un moment donné, justement, le jeu vidéo, ça a quelque chose de particulier comme industrie parce que, contrairement à d'autres industries, les gens sont passionnés à outrance par ce qu'ils font. Donc, tu as quelqu'un qui joue aux jeux vidéo, tu as des testeurs de jeux vidéo qui passent leur journée à tester des jeux vidéo, puis ils ont hâte d'arriver chez eux parce qu'ils vont jouer encore avec des jeux vidéo geeks, avec d'autres gens. Alors, à partir d'un certain point, ça devient malsain tout ça, puis ça devient un déséquilibre de vie. Puis moi, j'ai essayé un petit peu de casser ce moule-là, puis avec certains succès, c'est pas tout qui a fonctionné, mais je pense que c'est ça le facteur différenciateur, c'est de ne pas accepter ça comme une fatalité. On parlait de passion tantôt. En 2011, tu décides d'acheter la chocolaterie de l'île d'Orléans, oui. Un petit sideline. Puis l'année d'après, Chocolat Favori. Ça existe depuis 1979 à l'époque. Ça a été créé à Lévis. Il y a 3 succursales. C'est pas très grand. Non. Tu connais rien dans le chocolat. Strictement rien. Absolument rien. Je connais mes couleurs primaires, là, blanc, noir puis lait. Là. Ouais. Qu'est-ce qui t'attire vers ça? Initialement, ça a commencé effectivement par la chocolaterie de l'île d'Orléans, puis ce qui m'a attiré, c'est le côté commerce de détail. Moi, le commerce de détail, je trouvais ça super intéressant, puis dans mes jeunes années, un des 50 plans d'affaires que j'avais, c'était pour un magasin où je vendais des jeux vidéo. Alors moi, ce côté-là m'avait toujours intéressé.
Parce que moi, j'ai toujours été dans l'industrie du plaisir, du bonheur, de faire vivre des bons moments aux gens. Puis dans le domaine du jeu vidéo, tu vas travailler 18 mois sur un projet avant de l'envoyer en magasin. Puis là, tu lis des commentaires, tu vois les gens dans les trade shows réagir à ton jeu. C'est le fun, mais tu le vois un peu moins quand même. Tandis que dans le commerce de détail, puis dans le chocolat en plus, là, tu le vois, tu as juste à aller en magasin, puis tu vois les sourires partout, les gens de bonne humeur et tout. Je te cite quand tu achètes l'entreprise en 2012. Avec Chocolat Favori, mon rôle sera avant tout de nature stratégique, notamment pour définir la vision. Au quotidien, il y a des gens exceptionnels qui sont en place. Oui. Alors, tout le contraire de ce qui va se passer après. Exactement. Est-ce que tu essayais de te convaincre toi-même ou c'était vraiment... Non, j'étais convaincu. Ouais. J'étais convaincu à l'époque que mon rôle allait être minimal là-dedans. Moi, quand j'ai acheté ça, c'était à titre d'investisseur, puis j'avais aucune espèce d'intention de devenir le président à temps plein. Je me souviens même qu'à la première rencontre avec les actionnaires de l'époque, puis là, il faut savoir qu'il y avait 50 actionnaires, donc c'était une salle bien pleine, et quelqu'un m'a demandé la question, m'a dit est-ce que tu as l'intention de quitter ton emploi chez Binox pour venir travailler chez Chocolat Favori comme président? Je me souviens, j'avais pas été capable de me retenir de rire, tellement que j'avais trouvé que c'était absurde, tu sais, dans la situation, en fait, parce que j'étais en technologie. Pour moi, j'allais rester en technologie. J'allais définitivement prendre une pause de Binox puis passer à autre chose, mais dans ma tête, je restais en technologie. Alors, c'est vraiment par après, quand j'ai eu je me suis rendu compte que j'avais cette clause de non-concurrence-là. C'est ça, parce qu'en 2012, tu diminues tranquillement ta place chez Binox. Absolument. Tu quittes ton poste à la fin de l'année. Le studio va super bien. Il y a 370 employés, c'est remarquable. Mais tu as une clause de non-concurrence avec ton contrat quand tu quittes, c'est ça? Oui, absolument. Puis cette clause de non-concurrence-là, en fait, m'empêche pendant 1 an de retourner dans le secteur du jeu vidéo. Donc, je dois prendre une pause forcée. Alors, je me suis dit, bon, bien, on avait cette entreprise-là. On se disait qu'il y avait du beau potentiel là. Alors, je vais y aller. On va essayer de réinventer l'univers du chocolat. Je vais me faire du fun. On va créer une chocolaterie là, qui est vraiment spéciale, que des gens n'ont jamais vue. On va vraiment regarder tout l'univers du chocolat, un peu comme on regardait un univers qu'on voulait créer dans un domaine du jeu vidéo ou autre chose, puis on va l'appliquer au domaine du chocolat. C'est ça qu'on a fait en ouvrant notre premier Chocolat Favori avec le nouveau concept, les tuyaux, la fondue au chocolat, les multiples enrobages. C'était à Neuchâtel en avril 2013. Et là, ça l'a explosé. Une microbrasserie du chocolat. Une microbrasserie du chocolat, exactement. Puis là, ça a eu un succès, pas avec le temps, là. Ça a eu un succès instantané. Il y avait des fils, et c'était incroyable. Ça n'arrêtait pas. C'était jour, soir, les gens, on n'était pas capable de fermer la porte avant 1h du matin. Les gens, c'était incroyable. Est-ce que c'est une révélation pour toi, à ce moment-là? De dire, hey, ça, là, je suis sur mon X. Là. Ben oui, ça a été une révélation dans le sens que j'étais vraiment content. Puis j'avais l'impression d'avoir fait quelque chose qui me prouvait à moi-même et aux yeux du monde entier que j'avais de la valeur comme entrepreneur. Binox, c'était pas un coup de chance. Parce que Binox, on peut regarder ça et dire « j'ai été au bon endroit au bon moment, quand l'industrie a démarré, quand tout ça, puis j'ai réussi à mettre la main sur certaines personnes clés, des bons projets, mais quelqu'un d'autre aurait pu le faire, puis ça a donné que ça a grandi. Oui, mais il était avec une grosse entreprise à la fin, ça l'a aidé. » Alors tout ça, à un moment donné, avec le temps, vers la fin, ça me jouait beaucoup dans la tête. Sur le fait de me dire, là, j'ai plus d'entreprise, j'ai plus rien. J'avais Chocolat Favori, mais je veux dire, j'ai plus une entreprise que j'ai démarrée moi-même. Là, j'ai cette entreprise-là que des gens ont mis des années avant moi à bâtir cette réputation-là, puis cette entreprise-là. Puis, est-ce que je vais être capable de faire quelque chose, de faire un autre succès? Alors, pour moi, d'avoir réalisé ça, ça m'a donné une grande confiance en moi sur le coup, puis j'en avais besoin à ce moment-là dans ma vie. Puis est-ce que c'est toi qui vas développer le produit phare, c'est-à-dire la fondue au chocolat en conserve, qu'on fait chauffer dans l'eau bouillante? Est-ce que c'est ton idée à toi? C'est ça, non. Alors, ce n'est pas mon idée à moi. Moi, j'ai été une composante de cette idée-là, en fait, parce que mon idée était de sortir de la fondue au chocolat et de réinventer le contenant. Alors ça, c'est la portion qui vient de moi. Je détestais l'expérience de la fondue au chocolat, c'est-à-dire le fait de faire fondre des grosses plaques, puis tout ça, puis c'est long, puis et tout. Puis c'est là qu'en force de réflexion, j'essayais de designer toutes sortes d'affaires.
Puis, à un moment donné, et puis là, j'envoyais ça à ma partner, Virginie, tout le temps. Je la textais à toute heure du jour pour y envoyer des sketchs que j'avais faits sur des napkins, puis tout ça, des affaires compliquées avec des trucs en bois, puis tout. Puis à un moment donné, quelqu'un de mon entourage m'a dit, quelqu'un qui était très écolo, m'a dit, avez-vous pensé à une conserve? Tu sais, ça se recycle et tout. Là, je fais, ah tiens, une conserve. Là, au début, je me dis, ouais, OK. Fait que là, je me dis, ah, puis là, je me suis rappelé, ma mère, quand on était jeune, elle cuisinait, mais elle détestait cuisiner. Alors, quand on était rendu au dessert, on n'avait jamais de dessert, parce que c'était pas rendu jusque-là. Mais quand on en avait, ce qu'elle faisait souvent, c'est qu'elle prenait une canne de lait Eagle Brand, de lait condensé, puis elle mettait ça dans l'eau bouillante, et ça devient du caramel quand tu fais ça. Et là, elle ouvrait la canne, tout le monde avait une cuillère, puis on se garochait dedans. Fait que là, j'ai relié les deux idées, et je me suis dit, tiens donc, alors, est-ce qu'on pourrait mettre du chocolat dans une conserve, la mettre dans l'eau bouillante, et là, à ce moment-là, ça ferait le principe d'un bain-marie pour faire fondre le chocolat, tu fais juste l'ouvrir. Alors, on a fait venir des conserves dont ils servent, par exemple, dans les cabanes à sucre, avec aussi des sertisseuses de cabanes à sucre. Donc, on a rempli ça de chocolat, puis on a essayé ça. Puis ça a marché. Mais tu te rends compte que c'est comme une partie de ton enfance que tu as mis là-dedans, là? Absolument, absolument. Si ma mère n'avait pas fait ce genre de dessert-là, probablement que j'aurais jamais fait le lien dans ma tête. Tu as des mentors dans l'aventure de Chocolat Favori. Alain Bouchard, fondateur d'Encouche-Tard, Luc Dupont, qui a cofondé Aeterna Zentaris. Qu'est-ce qu'ils viennent t'apporter, ces mentors-là, ces aides-là? Ces gens-là, ils m'apportent de l'expérience parce que moi, quand j'ai démarré en affaires, quand j'étais jeune, j'étais sûr de moi en tabarouette. J'avais l'impression que je savais tout mieux que tout le monde. Puis avec les années, je me suis rendu compte aux surprises que ce n'est pas le cas. Et non seulement ça, mais pour grandir, il te faut une certaine dose d'humilité, puis il faut que tu écoutes les gens autour. Puis je me souviens, avec Alain, par exemple, quand il est devenu actionnaire chez nous, il est venu dans nos bureaux à Québec. On est allé aussi, embarqué dans mon auto, on est allé se promener dans les différents magasins, puis j'ai montré ça et tout. C'est fou parce que jusqu'à ce jour, à chaque fois qu'Alain m'a dit quelque chose, je me souviens la première fois qu'il est venu dans les magasins, il m'a dit « Ah, tu vas avoir tel problème, il va t'arriver ça, il va se passer telle affaire. » Puis moi, j'y expliquais. J'étais en mode de le convaincre. Là, j'expliquais pourquoi non, ça serait pas le cas parce que telle affaire. Puis là, il m'a regardé en souriant. Puis ça, Alain m'a jamais dit quoi faire. Il me fait juste me donner de la perspective. Et tu peux être certain que toutes ces choses-là qu'il m'avait dit qui m'arriveraient me sont toutes arrivées une fois puis une autre. Il avait puis raison à chaque fois, fois, il avait raison. Puis c'en est presque insultant, mais en même temps, ça fait que maintenant, quand il me dit quelque chose, je mets encore plus d'importance à son commentaire, puis je le regarde un peu mieux. Oui. Pour Chocolat Favori, ton ambition est claire dès le départ. Tu vises 100 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2020. Bon, ça n'arrivera pas parce qu'il y a une légère pandémie peut-être qui va frapper. Oui, on va y revenir autres, tantôt. Oui. Mais pourquoi tu t'avances comme ça vers quelque chose qui semble ambitieux, presque arrogant au départ? Oui. Il y avait peut-être une certaine arrogance à ce moment-là, mais je dirais que c'est important que les gens aient un objectif, je pense, grandiose. Je pense que ça change la façon que les gens voient leur travail, ça change l'optique de leur travail. C'est-à-dire que quelqu'un qui vise justement, quand tu vises 100 millions pour un horizon qui est plus tard, bien là, tu ne regarderas pas nécessairement l'impact court terme de tes actions ou autre chose, ou tu vas t'en faire moins là-dessus. Tu vas vraiment viser le coup de circuit au bout du compte. Ça change vraiment la façon que les gens pensent, ça change les gens, le type de personnes que tu vas attirer dans ton entreprise, ça change aussi la relation avec tes fournisseurs. Ça a l'air de rien, là, mais ton fournisseur qui entend que tu vas te rendre à 100 millions, là, il ne négociera pas de la même façon, il va vouloir faire partie de l'aventure lui aussi, il va vouloir t'en vendre en masse du chocolat, puis t'en vendre des livraisons de chocolat, puis tout ça. Donc ça, c'est vraiment un mindset qui, moi, m'a aidé énormément chez Binox. Chez Binox, j'ai commencé ça de la même façon. Je disais à tout le monde que j'allais conquérir le monde. Le premier article de journal qui a été écrit, c'était dans Le Soleil à l'époque, c'était ça, c'était Binox à la conquête du monde. Puis cette optique-là de vouloir créer quelque chose de grand, je pense que ça m'a bien servi.
Tu es très vocal, d'ailleurs, sur la main-d'œuvre. C'était le cas chez Binox, d'ailleurs, où est-ce que vous manquiez de monde. Oui. Chez Chocolat Favori aussi, où tu vas même faire la caisse sur la rue Oui, Cartier en 2019. Hein, oui, ça a frappé l'imaginaire, ça. Oui, beaucoup. ça a fait les manchettes parce qu'il manquait de monde. Oui. Puis parce que tu disais, j'ai à peu près une dizaine de CV, puis c'est tout, et même encore. Qu'est-ce que tu penses, avec le recul maintenant, le discours qu'on a en ce moment sur cette question-là, sur la pénurie de main-d'œuvre, sur l'immigration aussi? Ben moi, c'est sûr ça fait des années que je trouve qu'au côté immigration, on n'a pas le bon discours. J'ai été très vocal là-dessus il y a quelques années, quand on parlait de réduire les cibles d'immigration et tout. J'avais peur qu'on se développe une espèce de phobie des immigrants, puis que le discours tourne mal autour de l'immigration. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire là-dessus, mais moi, l'immigration, pour moi, c'est un calcul mathématique très, très simple, là. C'est-à-dire qu'on veut de la croissance. Pour avoir de la croissance, il faut des employés. On n'en a pas assez. Puis pour avoir un nouvel employé, je peux convaincre quelqu'un de faire un bébé, puis dans 18 ans, je vais avoir un nouvel employé, ou je peux aller chercher quelqu'un, un immigrant. Donc, à partir de ce moment-là, le fait que ce soit peut-être pas bien compris, accepté ou trouver le terme pour, que la solution va passer par là. C'est-à-dire qu'il y a des gens à l'époque qui me disaient, je me suis fait demander à la radio, je me souviens, dire, est-ce que c'est la seule solution selon vous? J'ai dit oui. Moi, je veux qu'on change notre fusil d'épaule comme société par rapport à l'immigration, puis qu'on soit plus ouvert par rapport à ça. Certainement que des gens qui habitent l'île de Montréal sont exposés probablement beaucoup plus à l'immigration dans leur quotidien. Nous, à Québec, là, c'est commencé, on en a de plus en plus, mais c'est beaucoup plus rare qu'ailleurs au Québec. Puis plus on s'en va en Gaspésie, par exemple, là, cherchez-les, les immigrants. Alors, tu sais, c'est quelque chose qu'il faut qu'il arrive pour notre potentiel économique. Puis quand on regarde au Canada, par exemple, puis qu'on regarde où va l'immigration, bien, on a des immigrants qui vont d'abord à Toronto, alors qu'ils vont dans cette région-là, où j'ai pas de problème de recrutement en passant, coïncidence. Donc, au niveau concurrentiel, là, si le Québec doit concurrencer les autres provinces puis le marché mondial, bien, on a cet handicap-là. Donc, on peut-tu pas, en plus, se rajouter dans les jambes un discours public qui pourrait tendre à faire percevoir l'immigration comme une mauvaise chose? Voilà. Tu as reçu beaucoup de prix comme entrepreneur de l'année, chez Binox, chez Chocolat Favori, même employeur de l'année, ce dont tu étais particulièrement fier. Ça représente quoi pour toi? Est-ce que c'est vraiment important, ce genre de récompense-là ou de distinction-là? Bien, il y a des distinctions que je vais avoir, qu'on va essayer d'aller chercher pour de la visibilité. Beaucoup. Puis il y a d'autres distinctions qui, viennent me chercher bien davantage. Parce que là, ça, c'est une fierté que j'ai tout particulière. Tu l'as dit, mon prix duquel je suis le plus fier, je pense, à ce jour, c'est vraiment quand on a gagné employeur de l'année. Alors ça, là, ça a été quelque chose, j'étais très, très fier. À ma connaissance, il n'y avait jamais de studio de jeux vidéo qui avait gagné ça. Et c'est un prix qui était légitime, dans le sens que c'était vraiment un sondage qui était envoyé aux employés et selon les résultats du sondage, c'est là qu'ils venaient déterminer les gagnants. Donc ça, j'étais vraiment particulièrement fier parce que n'importe quelle entreprise que j'ai, il faut que ce soit une force pour faire du bien, pour améliorer le monde. Puis une entreprise, c'est d'abord et avant tout des gens. C'est-à-dire que c'est pas des produits, c'est pas des services. Tout ça, c'est offert par les gens, c'est créé par les gens qui sont dans l'entreprise. Tu vas changer ton équipe de direction ou des personnes clés dans ton entreprise, tu n'auras pas le même résultat. Alors pour moi, tout passe par là. Puis moi, ma fierté, c'est d'avoir créé des emplois dans ma vie. J'en ai créé des milliers à date. Puis je suis vraiment très, très fier de ça. Alors, de me faire dire que ces gens-là sont heureux en plus, ça a été vraiment, vraiment quelque chose d'extraordinaire. Sur le plan personnel, tu imites un peu tes parents parce que tu te reproduis beaucoup. Oui. 5 enfants qui ont quand même un père rêvé, hein, jeux vidéo, chocolat. C'est le rêve de pas mal d'enfants que je connais. Comment ta famille vient changer l'homme d'affaires que tu es au fil du temps? Une famille, ça t'assure d'avoir toujours l'œil sur ce qui est vrai et qui est important. Tu sais, moi, des fois, là, j'arrive chez nous, là, puis là, je
tout fier d'avoir terminé une belle feuille Excel, puis tout ça. Là, mes enfants, ils en ont rien à battre. Peu importe que j'arrive super content de quelque chose qui m'est arrivé ou complètement stressé pour un problème au travail ou autre chose, ils s'en sacrent. Le fait que le prix du cacao explose actuellement puis que ça me cause des maux de tête épouvantables, ils s'en sacrent, sont contents de me voir, c'est le fun, on a du plaisir, on lit des histoires le soir, tout ça. Fait que pour moi, on parlait de filet de sécurité un peu plus tôt, puis pour moi, il est là mon filet de sécurité ultime, c'est de me dire que quand je reviens le soir, peu importe ce qui m'est arrivé dans la journée, j'ai une famille qui m'aime, que j'aime aussi, puis qui vont être là pour moi, peu importe ce qui se passe. En 2020, tu déposes ton plan de croissance au conseil d'administration. C'est ambitieux, de Chocolat Favori. Et la semaine suivante, bang, le gouvernement déclare l'état d'urgence sanitaire à cause de la COVID. Je m'en souviens. Qu'est-ce que la pandémie est venue changer? La pandémie, ça a créé quelque chose d'assez extraordinaire au niveau du changement de culture par rapport à l'innovation, par rapport à la capacité à se retourner rapidement. À l'époque, quand même, tu avais rembarré des entrepreneurs qui disaient lâcher les CHSLD, il faut qu'on ouvre l'économie au plus sacrant. Je me souviens de ça. Oui. Avec beaucoup de colère quand même en disant vous irez travailler dans les CHSLD, vous verrez ce que c'est pendant une semaine. Oui. J'ai encore la même vision dans le sens que moi, c'est certain que l'humain passe avant l'entreprise, puis l'humain passe avant l'économie, puis tout ça. Donc, j'ai cette façon-là, des fois peut-être un peu trop rose de voir le monde. Puis comme j'ai dit tantôt, moi, une entreprise, pour moi, ça doit faire du bien. Ça doit faire du bien pour la société, pour le monde. Alors, les gens qui pouvaient suggérer à l'époque qu'il fallait redémarrer l'économie à tout prix. Bon, il y en a qui le faisaient pour différentes raisons, mais essentiellement de dire qu'on va prendre la chance de laisser des gens mourir pour une question économique. Moi, c'était un dialogue qui était incompatible avec mes valeurs profondes. Fait que je pouvais faire autrement que de m'expliquer là-dessus. Quand même, en pleine pandémie, tu t'engages à utiliser en 2023 que du cacao équitable. Oui. Tu as réussi, je pense, cet engagement-là. Absolument, j'ai réussi. Oui. Et tu reviens même d'Afrique où tu es allé visiter tout ça. Pourquoi cet engagement-là est important? Cet engagement-là est important parce que pour moi, c'est important qu'une entreprise laisse un monde meilleur derrière elle. Tout ce qui est produit à la fabrique Chocolat Favori, c'est du cacao durable. Durable veut dire équitable également. Chaque fois que vous prenez un cornet de crème glacée enrobé chez nous, l'enrobage, c'est du chocolat équitable, durable. Puis moi, effectivement, je reviens d'une semaine en Afrique où j'ai pu voir directement les impacts terrains de cette mesure-là. T'arrêtes jamais, puis en 2021, tu décides d'arrêter un petit peu. C'est-à-dire, tu pars avec ta conjointe, vos 5 enfants, vivre 1 an sur un voilier, le Globe-Trotter, ça s'appelle. Aller jusqu'à la mer des Caraïbes. Tu avais 0 connaissance en voile, c'est un peu comme le chocolat. Oui. Qu'est-ce que tu allais chercher? Tu avais besoin de te retirer un peu j'avais besoin d'oxygène. Moi, à ce moment-là, j'avais au-dessus d'une 20aine d'années à temps plein dans des entreprises en forte croissance. Puis à un moment donné, ça use. Je ne sais pas comment le dire autrement. Là, ça finit par user quelqu'un. Puis j'avais jamais eu de rêve ou autre avant de tomber sur ce projet-là de voilier. Et moi, j'ai toujours vécu ma vie comme si j'allais mourir incessamment. Okay? Alors, je ne sais pas pourquoi, depuis que je suis jeune, je suis convaincu que je vais mourir jeune. Donc, moi, ce que ça fait, c'est qu'à tout moment, je me demande, si j'apprenais que j'allais mourir la semaine prochaine, qu'est-ce que je ferais différemment? Et en général, la réponse, c'est rien. Mais là, tout d'un coup, quand je me suis mis à avoir ce rêve-là de voilier, là, pour la première fois, je me suis dit, ça me manquerait. Ça me manquerait de faire un voyage de voilier. Puis, par ricochet aussi, ça me manquerait de passer du temps de qualité avec mes enfants. Parce que moi, j'ai 5 enfants, mais j'en ai 3 qui sont d'une première union, puis 2 avec ma femme actuelle. Et c'est sûr que les 3 premiers, je les ai eus dans un contexte différent. J'étais beaucoup plus jeune et j'étais pas le même père que je suis aujourd'hui. Puis la chance que ça m'a donné d'avoir ces 2 familles-là, entre guillemets, c'est sûr que tu vois ce que des enfants deviennent quand ils ont 17 ans, 20 ans aujourd'hui. Puis là, tu te dis, j'ai peut-être pas passé assez de temps, ça a passé vite. Toute cette perspective-là, des fois que tu as trop tard,
Mais moi, la vie je considère, m'a donné une deuxième chance de me racheter avec mes deux plus jeunes. Alors, 1+1, ça a donné ce voyage-là. Qui a été formateur. Extraordinaire. Ça a été, pour moi, là, ça m'a remis les pendules à l'heure, si on veut, là. Ça m'a aussi fait réaliser ce qui était vraiment important, puis l'importance relative du travail. Puis du stress. Parce qu'en bateau, là, c'est pas une histoire d'être stressé si j'ai fait une faute ou pas dans une feuille Excel, là. C'est des fois, tu es stressé parce que littéralement, tu peux mourir, là. Parce qu'il est arrivé quelque chose, tu as eu un bris de moteur, c'est la nuit. J'ai des histoires à raconter jusqu'à demain matin, là, mais des moments où j'ai eu une peur viscérale que j'avais jamais ressentie dans ma vie, une peur comme ça. Fait que là, après ça, ton quotidien, tes petits stress mondains, là, c'est plus la même chose. Tu vois plus ça de la même façon. Puis en même temps, j'en ai appris aussi beaucoup sur ma famille, sur l'esprit d'équipe, sur le leadership, que je pensais avoir un bien bon leadership, finalement, pas pantoute. Non, parce que tu réalises à travers un voyage en bateau, en fait, qu'il y a beaucoup, beaucoup de parallèles à faire entre un capitaine de bateau puis un capitaine d'entreprise ou un président d'entreprise. Puis tu te rends compte aussi à une échelle beaucoup plus petite de l'impact de tes décisions et tes actions sur une petite équipe. Puis c'est 10 fois pire quand cette petite équipe-là, c'est ta famille. Parce que contrairement à des employés, ils ne sont pas obligés de te dire oui. Puis ils ne sont pas obligés de faire ce que tu veux, puis ils ont moins de contraintes. Ils vont te dire d'en face ce qui ne va pas, partir à pleurer, toute la kit. Fait qu'il y a une moins grande tolérance. Mais la même chose est vraie en entreprise. Si tu veux faire un changement, si tu veux aller dans une direction, même si tu es convaincu puis tu trouves que ça ne sert à rien de l'expliquer, prends le temps de l'expliquer à ton équipe, prends le temps de leur dire que tu as des plans B, tout ça, parce que tu joues aussi avec leur emploi, tu joues avec leur avenir également, puis avec leur charge de travail, mais ça ne paraîtra pas avec tes employés. Ils ne te le diront pas nécessairement. Ils vont parler de toi dans un 5-7. Ils vont dire que c'est de la cochonnerie, telle ou telle décision. Ils ne te le diront pas dans la face. Ta famille va te le dire. Ça n'a vraiment pas bien été, le début du voyage. Non. Non. On s'engueulait constamment. Ça n'a vraiment pas bien été. Là. C'était loin d'être idyllique comme on pourrait le penser. Là. Puis moi, j'avais le stress dans le piton. Puis ça a été un moment donné où là, on s'est assis, moi puis ma femme, puis on s'est dit, bon, ben là, ça fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on peut faire différemment et tout. Puis là, ça s'est mis à mieux aller. Tu habites toujours à Québec, le Oui. quartier Montcalm. Tu as toujours tenu à rester là, alors qu'il y aurait eu plein de raisons qui auraient pu t'amener à Montréal. Pourquoi cet attachement-là à Québec est si fort, si important pour toi? Québec, j'adore cette ville-là. Je trouve que c'est une ville qui a la balance parfaite entre le développement économique, des choses à faire, des restaurants, une qualité de vie. Tout ça, là, actuellement, c'est une balance qui est difficile à obtenir, je pense. Puis je pense que Québec l'a. Puis je trouve qu'on travaille bien aussi pour la garder. Puis ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi, mais aussi par le fait qu'honnêtement, il faut à un moment donné que des gens restent à Québec. Puis tu sais, moi, mon père m'a donné cet exemple-là aussi, de dire qu'il y a eu lui aussi, il y a eu des propositions, puis il y a eu des opportunités pour aller aux États-Unis et ailleurs, mais il est resté à Québec. Parce qu'il est médecin, mais il est chercheur aussi, c'est ça? Il est chercheur, exactement. Mon père, en tant que médecin, je considère d'abord et avant tout entrepreneur. Il a eu sa propre clinique, il est allé chercher des projets de recherche, tout ça. Donc, ça prend un esprit entrepreneurial pour faire ça. Puis moi, ben c'est ça. Je me suis dit, il faut rester à Québec, il faut que des gens restent à Québec. Si tous les talents vont ailleurs, puis qu'il n'y en a pas qui restent, puis qui démarrent des compagnies, tout ça, ben éventuellement, on n'aura plus cette vitalité-là, je pense, qu'on a actuellement. Là. Mais ça fait en sorte aussi que quand tu te prononces là-bas, on t'écoute. L'an dernier, quand le gouvernement Legault a retiré le projet de tramway au maire Bruno Marchand, tu as fait une sortie quand même virulente. Oui, absolument. Tu te sentais humilié. Absolument. Tu disais que c'est insultant oui, tout à fait. De faire ça. Jusqu'où tu souhaites jouer un rôle, je dirais, politique à l'intérieur de ta communauté à Québec? En affaires, c'est rarement positif de dire ce qu'on pense. OK? Parce qu'il y a toujours un stress d'avoir un impact sur tes affaires. Surtout comme moi, j'ai une entreprise
une entreprise qui vend au public, une entreprise qui touche tout le monde puis son voisin. Je veux dire, alors, quand je m'exprime là-dessus, ben moi, mes partenaires, ils n'aiment pas ça, mes actionnaires, ils n'aiment pas ça, puis tout ça. Fait que je me garde en général une bonne réserve, l'air de rien. OK, là, on a donné plusieurs exemples où ce n'était pas le cas, mais sur 20 ans, tu sais, que c'est arrivé. Fait que généralement, quand je m'exprime, c'est vraiment pour des sujets que là, c'est plus fort que moi. Là, je tire tout au vidange, puis je me dis, là, il faut que je m'exprime, ça n'a pas de bon sens. Mais je ne cherche pas à avoir un impact politique ou autre, là. La politique, ça ne t'intéresserait pas du tout, là? Pas actuellement, non. C'est quelque chose, là, actuellement, je suis vraiment dans le cacao. J'ai des engagements. J'ai des engagements envers mes employés, des engagements envers mes actionnaires, envers mes franchisés aussi. Et c'est des engagements que j'ai l'intention de remplir. C'est pas une porte complètement fermée, par contre. Écoute, si tu m'avais dit il y a 10 ans que j'allais être dans le domaine du chocolat, je t'aurais jamais cru. Alors, moi, tu me diras demain matin, est-ce que la politique, ça t'intéresse? Je vais te répondre la même chose. Vas-tu être un vendeur de piscine un jour ou vas-tu faire d'autres choses? Je ne le sais pas. Je ne sais pas ce que ma vie me réserve. J'en ai aucune idée. Je miserais pas sur le vendeur de piscine, mais quand même. Toi, qu'est-ce qui te reste à réaliser professionnellement? Professionnellement, j'aimerais beaucoup être à la tête d'une multinationale. Alors, et j'aimerais ça que cette multinationale-là soit Chocolat Favori. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais faire. C'est dans notre mission d'entreprise, c'est dans notre vision, c'est de devenir une marque de chocolat qui est reconnue partout à l'international. En fait, c'est comme ça qu'on traduit à l'interne conquérir le monde, là. Alors, ça se traduit en des objectifs très, très clairs. Puis moi, puis ça va s'appeler Chocolat Favori, peu importe où on va. Et je serais très fier de pouvoir dire que j'ai donné naissance à une compagnie de chocolat qui est reconnue partout, qui est québécoise, puis qui a son siège social à Québec. Alors, ma première compagnie est toujours bien implantée à Québec, en jeux vidéo et tout, mais bon, je l'ai vendu à des Américains. Par contre, mon objectif à l'époque, c'était de faire des jeux qui étaient faits au Québec, puis à Québec, puis qui allaient se retrouver partout à l'international. Check. Là, maintenant, c'est le chocolat. Je pense qu'on a un beau potentiel. Et personnellement, toi, qu'est-ce qui te reste à accomplir? Personnellement, j'aimerais être capable de me séparer complètement de la nécessité d'être entrepreneur. J'aimerais ça obtenir la quiétude d'esprit. C'est le fait de pouvoir m'asseoir tranquille sans avoir l'impression qu'il faut que je réalise quelque chose d'hallucinant pour être bien. Parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est comme une espèce de drogue. J'ai besoin de mon fixe constamment. J'en ai besoin. Je peux pas m'en empêcher actuellement. Puis c'est bien cool de dire ça de même. Puis là, les gens voient ça comme étant louable à la limite, peut-être. Mais en fait, au quotidien, c'est plutôt... Ça peut être lourd à porter, ça, éventuellement, le fait de ne pas être capable de juste t'asseoir puis t'apprécier autrement qu'à travers tes réalisations professionnelles. C'est comme aller contre ta nature. Exactement. Mais en même temps, c'est que courir toujours après quelque chose, c'est épuisant. À un moment donné, il faut se satisfaire de ce qu'on a. Fait que c'est drôle parce qu'au niveau matériel, je suis parfaitement satisfait depuis des années de ce que j'ai. Par contre, au niveau réalisation personnelle, moi, j'envie, puis j'envie beaucoup des fois les gens autour de moi là, qui ont des vies toutes simples, sont tout heureux, puis il n'y en a pas de problème. Je trouve ça fantastique. Moi, j'aurais leur vie, puis je suis pas en train de cracher sur leur vie, là. Leur vie est correcte. J'aimerais ça avoir cette vie-là, mais être capable de m'en satisfaire. Moi, je suis pas capable de m'en satisfaire, puis c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de bien, c'est une question de se réaliser. Tu as 45 ans, c'est encore jeune. Est-ce que tu voudrais que tes enfants prennent la relève ensuite de Chocolat Favori, embarquent avec toi là-dedans? Ou... Je veux que mes enfants soient heureux. Mes discours avec mes enfants, quand je leur parle et tout, je leur parle de la relation avec l'argent, je leur parle de la relation avec les objets, je leur parle de l'importance de faire quelque chose qui vont sentir, qui se réalisent, c'est-à-dire que peu importe ce qu'ils font, ça utilise le meilleur de leur capacité, d'avoir un emploi qu'ils aiment et tout ça. Est-ce que tu les obliges ou tu les incites à aller à l'école parce que toi, tu n'as pas eu un diplôme? Ou est-ce que ça oui, par contre. Oui, parce que moi, j'en ai souffert de ça. J'ai eu une forme de complexe pendant longtemps là, qui s'est estompé là,
lentement, mais très lentement, là, jusqu'à aujourd'hui. Mais j'en ai encore un petit relié au fait que j'ai pas d'éducation. Alors, fait que moi, ce que j'ai appris, je l'ai appris par moi-même. J'ai lu des livres, j'ai tout ça, puis je suis parfaitement capable de me débrouiller sur bien des sujets. Mais ça m'a handicapé. Puis tu sais, quand justement, t'as pas d'éducation ou t'as pas de diplôme, mais si tu t'essayes en entreprise, puis que ça ne fonctionne pas, puis il faut que tu trouves un travail après, bien là, tu peux repartir de beaucoup plus bas. Alors, moi, c'est sûr que j'aimerais beaucoup que mes enfants se rendent au bout de leur parcours scolaire, puis je les aide là-dedans, puis je les pousse là-dedans, puis je serais très, très fier. Là. De toute façon, ils ont déjà fini. Il y en a 2 qui ont fini leur cégep, ils sont déjà rendus plus loin que moi. Fait que c'est fantastique. Tu vas être fier, j'en suis sûr. Convaincu. Merci beaucoup, Dominique, de Merci, Jean-Philippe. entretien. Le balado « Ça part d'une idée » est une production de l'Actualité. Recherche et animation, Jean-Philippe Cipriani. Réalisation, Récréation. Mixage sonore et thème musical, Francis Thibault. Musique additionnelle, BAM Musique. Prise de son, Raphaël Limoges-Côté. Ce balado vous a plu? Écoutez les autres épisodes de la série à l'actualité.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Merci d'avoir été là. À bientôt!